L'intelligence artificielle, on en entend parler partout, tout le temps. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? C'est sans doute l'un des plus grands défis de notre époque et c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 4e section de notre cours d'initiation à l'IA. Maintenant qu'on a vu les bases, il est temps de se confronter aux questions qui fâchent, celles qui vont vraiment dessiner notre avenir avec ces technologies. On rentre dans le dur. La toute première chose à bien intégrer, et c'est fondamental, c'est ceci, l'IA n'est jamais neutre. Ce n'est pas un outil objectif tombé du ciel. C'est le reflet de ce qu'on lui donne à manger, donc des données, des algorithmes qu'on a créés, et surtout des intentions, conscientes ou non, de ceux qui l'ont conçu. C'est un produit profondément humain. Et puisque l'IA n'est pas neutre, eh bien, elle porte en elle des risques. C'est inévitable. Donc avant même de commencer à chercher des solutions, la première étape, c'est d'apprendre à repérer les problèmes. Alors c'est quoi exactement ces fameux biais et ces risques dont tout le monde parle? Pour y voir plus clair, l'Union européenne a été l'une des premières à proposer un cadre, une sorte de pyramide des risques. Tout en haut, on a le niveau inacceptable. Là, c'est simple, c'est interdit, comme les systèmes de notation sociale. Juste en dessous, le risque élevé. Ça concerne des applications très sensibles, comme le tri de CV, où les règles sont hyper strictes. Puis on a le risque limité, où on demande surtout de la transparence, comme pour un chatbot. Et enfin, le risque minime, qui concerne la grande majorité des IA qu'on utilise sans même s'en rendre compte. Et ça nous amène à un point essentiel. Il faut absolument se sortir de la tête l'idée d'une IA parfaite et infaillible. Ce n'est pas une boule de cristal, c'est bien plus un miroir qui nous renvoie nos propres défauts, nos préjugés, nos erreurs en tant que société. Le coupable le plus courant, c'est ce qu'on appelle le biais de données. En fait, c'est très simple à comprendre. Imaginez que vous apprenez à une machine à reconnaître des animaux, mais vous ne lui montrez que des photos de chats. Eh bien pour elle, tout ce qui aura 4 pattes et des moustaches sera un chat. C'est exactement ce qui se passe quand les données qu'on utilise sont un échantillon minuscule et complètement déformé de la réalité. Et attention, les conséquences ne sont pas du tout théoriques. Une étude du MIT qui a fait l'effet d'une bombe en 2018 a montré que des logiciels de reconnaissance faciale très connus se trompaient massivement sur les femmes à la peau foncée alors qu'ils étaient quasi parfaits sur les hommes à la peau claire. Pourquoi? Tout simplement parce que leur base de données était pleine à craquer d'images d'hommes blancs. Imaginez l'impact si on utilise ça dans la police ou la justice. Mais attention, le problème ne vient pas toujours de la machine. Parfois, le problème, c'est nous. C'est ce qu'on appelle le biais d'automatisation. C'est notre tendance, presque naturelle, à faire une confiance aveugle à ce que dit l'ordinateur. On se dit, si la machine le dit, ça doit être vrai. L'affaire de l'Apple Card est une illustration parfaite de ça. En 2020, un scandale a éclaté quand on a découvert que leur algorithme accordait des lignes de crédit bien plus importantes aux hommes qu'aux femmes, même pour des revenus et des situations identiques. L'algorithme ne faisait que reproduire un sexisme historique. Mais pendant des mois, personne n'avait osé remettre en cause la décision de la machine. Et la liste des biais est encore longue, hein. On a aussi les préjugés inconscients des développeurs qui se retrouvent dans le code, les fameuses bulles de filtre qui nous enferment dans ce qu'on pense déjà, des données qui ne représentent qu'un tout petit groupe de la population, ou encore des IA qui prennent des décisions aujourd'hui en se basant sur des informations qui datent d'il y a 10 ans. Ok, le diagnostic est posé. Le tableau peut sembler un peu sombre, c'est vrai. Mais l'idée, ce n'est surtout pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, la question c'est comment on passe du problème à la solution? Comment est-ce qu'on peut construire une IA qui soit plus responsable? Tout part d'une question de confiance en fait. Est-ce qu'on accepterait un diagnostic médical ou qu'on nous refuse un prêt immobilier si absolument personne n'était capable d'expliquer pourquoi? C'est tout le problème de ce qu'on appelle les boîtes noires de l'IA. On se retrouve avec, d'un côté, une décision qui peut avoir des conséquences énormes sur une vie, et de l'autre, un grand vide, un point d'interrogation. Comment peut-on accepter un verdict sans comprendre la logique derrière, surtout quand les enjeux sont aussi importants? C'est impossible. Heureusement, on ne reste pas les bras croisés. Toute la communauté de recherche travaille d'arrache-pied pour, disons, ouvrir ces boîtes noires. C'est ce qu'on appelle l'IA explicable, ou XAI en anglais. L'idée, c'est de développer des techniques pour que les modèles puissent justifier leurs décisions. On voit aussi apparaître des choses comme des notices pour les jeux de données, des rapports d'impact éthique obligatoires. Bref, on essaye de mettre de la transparence à tous les étages. Donc si on devait résumer, la lutte contre les biais, elle repose vraiment sur 3 piliers. Le premier, la qualité des données. Il faut des données plus diverses, plus représentatives. Le deuxième, et c'est non négociable, garder un humain dans la boucle. Un expert pour superviser les décisions les plus critiques. Et enfin, le troisième pilier, un cadre légal et éthique solide pour que tout le monde joue avec les mêmes règles du jeu. Mais tout ça, ça ouvre une autre boîte de Pandore. Une question presque philosophique mais aux conséquences très concrètes.
Quand une voiture autonome cause un accident, c'est la faute à qui? Le développeur, le constructeur, le propriétaire qui a été assis dedans sans toucher au volant? C'est un vrai casse-tête juridique. Et le droit commence à peine à s'y attaquer. Des réglementations comme l'AI Act en Europe essaient de définir qui est responsable de quoi. On explore plusieurs pistes. Des assurances obligatoires pour les IA à haut risque, un peu comme pour les voitures, ou alors une responsabilité partagée, en cascade, où chaque acteur de la chaîne, du concepteur à l'utilisateur, a sa part. Allez, maintenant on prend un peu de hauteur. On sort du technique et du juridique pour regarder la vue d'ensemble. Au final, quel va être l'impact de cette révolution sur notre société, sur l'avenir du travail? Ce qui est fascinant avec l'IA, c'est que c'est une technologie à double tranchant. D'un côté, on a des promesses incroyables, des diagnostics de cancer bien plus précoces, une meilleure gestion de nos ressources pour lutter contre le changement climatique, une recherche scientifique qui va beaucoup plus vite. Et de l'autre, des risques qui font froid dans le dos, surveillance de masse, désinformation, creusement des inégalités. Le vrai défi, il est là. Comment on maximise les bénéfices tout en maîtrisant les risques? Et bien sûr, le monde du travail est en première ligne. On entend souvent le cliché de l'IA qui vole les emplois. En réalité, c'est plus complexe. Oui, il y a de l'automatisation de tâches répétitives. Mais il y a aussi de l'augmentation. L'IA devient une sorte de super assistant pour les médecins, les ingénieurs, les avocats. Et surtout, elle crée des métiers qui n'existaient même pas il y a 10 ans. Qui aurait parié sur le métier d'éthicien de l'IA? Évidemment, il ne faut pas être naïf pour autant. Les risques sont bien réels. Certains métiers sont clairement menacés à court terme. Et on voit surtout se dessiner le risque d'une société à deux vitesses. D'un côté, des emplois très qualifiés, créatifs, bien payés, et de l'autre, une masse de petits boulots, précaires, gérés par des algorithmes, comme on le voit déjà avec certaines plateformes. Et tout ça finalement nous ramène à la question qui plane au-dessus de toutes les autres. Comment faire en sorte que cette technologie qui a une puissance absolument inouïe serve vraiment l'intérêt de tous, et pas seulement les intérêts d'une poignée de géants technologiques ou de certains États? C'est peut-être le plus grand défi démocratique de notre siècle. Merci de m'avoir suivi pour cette section.